Merci pour l'invitation, je suis très content d'être ici. Alors, je connais Marc depuis maintenant 13 ans. Donc je vais montrer quelques simulations qu'il a faites et qui illustrent une partie de ce que je vais raconter. Et je ne vais pas tout de suite montrer des théorèmes, etc. Il y en aura. Mais j'aimerais plutôt introduire le sujet qui peut-être n'est pas familier à tout le monde, où on mélange les équations différentielles et les processus naissance et mort, donc le processus markovien. Et avec comme trait d'union cette notion de distribution quasi-stationnaire. Donc je vais essayer d'introduire ça, plutôt que de faire un résumé de nos articles. Je pense que ce ne serait pas très intéressant. Bien sûr, il y a les articles, pour ceux que ça intéresse, ils sont faits pour ça. Et c'est des travaux en collaboration avec Pierre Collet et Sylvie Méléard. Sylvie Méléard qui est au centre de maths appliquées à Polytechnique, et Pierre Collet avec moi, CPHT. Et il y a aussi un travail avec Servette Martinez, qui est chilien, peut-être que vous connaissez, plutôt un probabiliste. Voilà, allons-y. Donc le cadre général de ce projet, parce que comme je le dirai à un moment, c'est loin d'être fini, il y a plein de questions ouvertes sur des modèles très simples. C'est-à-dire que vous serez surpris qu'on s'est placé dans un cadre très confortable et que même des modèles très simples que vous connaissez sans doute n'ont pas été étudiés sous cet angle. Donc il y a en gros deux familles de modèles en dynamique des populations. Il y a les modèles déterministes. Ici, je parlerai que d'équations différentielles ordinaires. Il y a bien sûr des EDP, hein, si on tient compte de l'espace, par exemple. Et donc, ce qui est crucial et qui n'est pas toujours mis en avant quand on raconte ce genre de modèle, c'est que on décrit l'évolution de densité. Et donc, ce que ça veut dire, après, je vais essayer d'expliquer plus précisément, bien sûr. Donc, on est en train de sous-entendre qu'on a de très grandes populations. Sinon, ces modèles n'ont pas vraiment de sens. Et à cause de ça, c'est des modèles qui ne sont pas capables de décrire des phénomènes d'extinction. Et même mathématiquement, on verra que on a pris une population qui tend vers l'infini. Donc, c'est assez difficile de mourir quand on est un nombre infini. Et ça, c'est d'un côté, historiquement, c'est bien sûr ces modèles qui ont émergé. Et ensuite, il y a de notre côté les modèles stochastiques. Alors ici, je ne parlerai que de processus de naissance et mort. Et ça suffit déjà à notre bonheur et à nos difficultés. Il y a plein d'autres types de processus, y compris spatiaux, etc. Donc là, ça compte, on verra ce que ça veut dire, ça compte juste des individus au cours du temps. Et là, effectivement, c'est très différent puisqu'on compte des individus. Ça fluctue aléatoirement, bien sûr. Et on peut les définir même quand il y a très peu d'individus, il n'y a aucun problème. Et si on fait des hypothèses assez raisonnables et qui sont naturelles dans le cadre qui nous intéresse, l'extinction est certaine. Avec probabilité 1, on va disparaître. Le temps, bien sûr, auquel ça a lieu est aléatoire. Et donc, c'est deux cadres qui ont l'air assez opposés. Et je vais essayer de décrire comment on peut les relier et tout va être une histoire d'échelle, en fait. C'est ça le message. Selon dans quelle échelle on se place, on va pouvoir les relier et essayer aussi de voir ce qui se passe entre deux. Parce que là, comme je disais, on a pris implicitement une limite de grande population. Et on s'intéresse au comportement à grand temps dans ce genre de système. Et là, c'est l'inverse. On a une population fixée et si on attend suffisamment longtemps, on disparaît. Donc ils ont vraiment un comportement complètement différent. Donc on a deux limites qu'on ne peut pas commuter. Alors, juste un truc. Oui. Les grandes populations, si tu mets un coefficient devant, elles vont disparaître aussi. Hein. C'est-à-dire que tu peux changer tu peux dire si elles changent d'échelle, elles sont quand même infinies, mais il y a une forme de disparition dans la mesure où elles passent à l'échelle inférieure. Oui, sans doute, mais dans le cadre où je me place, c'est pas possible. Mais je vais le préciser, bien sûr. Après, on peut imaginer des tas d'autres choses. Hein, et donc là, mon but, c'est de vous expliquer un peu comment on peut relier ça. Voilà. Et après, je ne sais pas si j'aurai le temps. Il y a la notion, donc au-delà de la question de l'extinction, il y a aussi une question qui vient des écologues comme Holling, il y a un certain temps. La question de la résilience, donc c'est un mot maintenant qui a toutes les sauces, mais là c'était défini à l'époque dans le cadre des équations différentielles justement, et très naturellement c'est la capacité d'un système, un écosystème à revenir dans son état d'équilibre. Si on le perturbe gentiment, si on le perturbe trop, il peut se passer des tas de choses, s'il y a des bassins d'attraction différents, etc. Et donc
il appelait ça Engineering Resilience. J'appelle ça tout simplement résilience. Et dans sa conception, c'était ce qui se passait au voisinage d'un point fixe, des équations différentielles décrivant le système. Et il le définit comme ça, on prend la valeur propre dominante de la matrice jacobienne au point fixe, on prend la partie réelle et on regarde un signe moins. Et si vous réfléchissez un petit peu, je vais le mettre après, pardon, on peut aussi le définir intuitivement comme ça, c'est l'inverse d'un temps caractéristique pour revenir au point fixe après perturbation. Parce que si vous faites une analyse dimensionnelle évidente, quand vous résolvez l'équation, c'est du type exponentielle moins lambda t, et donc la valeur propre, c'est l'inverse d'un temps. Et donc on peut définir un temps caractéristique comme ça. Et j'insiste, c'est défini dans l'esprit de ces gens pour le système dynamique, pour une équation différentielle. Et donc c'est déjà dans le modèle où on a une population très très grande. Voilà. Donc la question, comme c'est défini, on n'observe pas des densités, on observe des individus, on les compte. La question c'est est-ce qu'on peut estimer la résilience en observant le processus stochastique qui est censé décrire notre population. Voilà. En gros, c'est le menu. Et donc je vais essayer de préciser tout ça maintenant. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'arriver jusqu'au résultat de cette histoire. On pourra en parler un petit peu seulement. Et ce qui est intéressant, je peux déjà annoncer, puisque je n'aurai pas le temps d'en parler en détail, derrière les estimateurs qu'on a là, c'est une question de statistique en quelque sorte. Si on a une trajectoire d'un processus markovien, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Elle est longue mais finie. Et on a eu des idées qui sont venues de la mécanique statistique hors d'équilibre, des relations de type Kubo, etc. Même si ce n'est pas des systèmes réversibles, etc., ça nous a beaucoup inspiré, et même si ce n'est pas une application directe de ces relations, mais ça nous a donné, si vous connaissez ces histoires, on relie les fluctuations à des quantités macroscopiques, et ça a permis de faire des choses dans cette direction. Donc voilà le plan, pas la peine de passer du temps. Et donc je fais la publicité pour des expériences numériques interactives faites par Marc. Et aussi notre célébrissime e-book que tout le monde a dans sa bibliothèque, bien sûr. Là, c'est une version en ligne. Et donc toutes les expériences numériques que je vais montrer y sont. Là, c'est certain. Parce qu'on a fait des modèles un peu spéciaux. Voilà. Alors, je disais que quel modèle déterministe on regarde. Donc D, ça sera toujours le nombre d'espèces ou de types en interaction, c'est le nombre D. Et donc xi de t, c'est une densité, c'est la densité de l'espèce i. Et donc c'est très classique, c'est des modèles avec une équation différentielle. On peut écrire sous forme plus compacte. Et les champs de vecteurs, on va montrer plein d'exemples. C'est typiquement des polynômes ou des fonctions rationnelles qui n'ont pas de problème d'annulation de leur dénominateur. En pratique, on ne fait pas des choses bizarres. Et la particularité, c'est que dans le cadre de l'écologie des populations, on a envie d'écrire le champ de vecteurs comme les naissances moins les morts. Donc B de x, ça va être, comme on est en train de regarder, dxi sur dt, c'est un taux. Le champ de vecteurs, on peut voir comme un taux. Et donc il y a le taux de naissance moins le taux de mort. Et par convention, tous les vecteurs ont des composantes positives. Et on suppose que quand on atteint 0, la densité 0, il ne se passe plus rien. Donc ça s'annule en 0. Mais ça, ce n'est pas très important pour l'instant. Ça, c'est la structure. Et on verra qu'on peut fabriquer un modèle markovien en utilisant cette information-là. OK. Oui. On remarque que dans pas mal de modèles CIR qu'on fait, oui. Quand il y a des populations, on admet qu'il y a de l'immigration, si tu veux. Tout à fait. Et du coup, ça augmente la population sans que ce soit dans le taux de naissance. Oui. Donc là, tu le prends pas en compte. Alors, c'est ça. Je triche un peu parce qu'après, il se trouve que quand les questions qui nous intéressent, les bords, là, les bords sont invariants. Donc si on est sur le bord, on reste sur le bord. Et y compris, on peut se retrouver en 0. Enfin, je vais montrer les exemples, ça saute aux yeux. C'est fait pour ça. Mais effectivement, les modèles qu'on a vraiment considérés, en fait, on met de l'immigration. Voilà, à cause des bords, parce que les bords posent des problèmes. Il y a un article sur la tuberculose qui est un bon problème. Oui. Et dans
des pays comme l'Algérie ou autre, où il y a des taux Tout à fait. d'immigration qui viennent, et ça ne change pas beaucoup. Enfin, oui, tout à fait. En fait, la vérité, c'est qu'on a mis, le champ de vecteur qui est rentrant au bord, mais ça complique l'écriture. Mais en fait, on a même besoin techniquement parce qu'il se passe des choses très, très étranges quand on s'approche du bord, du point de vue du processus markovien, et c'est assez agaçant, mais on ne sait pas. Et en même temps, c'est plus naturel, globalement, d'imaginer que les systèmes fermés, ça n'existe pas. ouais. Voilà, donc là, je triche un peu pour alléger le... Alors, je donne des exemples tout de suite. Hein. Modèle logistique que vous connaissez tous, j'imagine, hein, où on écrit... il y a plein de manières de l'écrire, mais si on l'écrit naissance moins mort, ça s'écrit comme ça. Avec, donc là, c'est linéaire. Là, il y a une partie linéaire, puis une partie quadratique de compétition avec soi-même, par exemple. Voilà, comme ça. Compétition entre deux espèces. Donc ça, c'est l'Otka Volterra compétitif. Où s'il n'y a pas d'interaction, là, on a deux logistiques. Hein. Et puis, donc déjà, il y a une compétition à l'intérieur de chaque population. Et là, il y a des termes qui, justement, modélisent à cause du signe moins le fait qu'elles sont en compétition, l'une avec l'autre. Et il y a aussi, alors je n'ai pas mis le modèle classique qui a plein de défauts, mais j'aime bien celui-là. Vous verrez pourquoi dans une minute. Le modèle de Rosenweg-MacArthur, où il y a un régime, où il y a un cycle limite. Parce que là, il n'y a que des points fixes, hein, comme objet intéressant. Donc là aussi, vous voyez, on a un terme logistique, s'il n'y a pas ce terme. Et ensuite, il y a un terme d'interaction. Donc là, on voit que c'est le moins, donc eux se font manger par Y. Et eux, ils augmentent quand ils mangent du X. C'est pour ça qu'il y a un plus. Et ça, c'est un modèle très classique aussi que tu dois connaître. Vous connaissez ces modèles ou pas du tout? Parce que je ne sais pas. Voilà. Je sais qu'il y a des matheux. Donc c'est difficile de savoir. C'est folklore. Voilà, c'est ça. Et j'aime bien toujours rappeler un peu l'histoire parce qu'il y a des choses qui sont très connues, d'autres qui sont totalement. Enfin, souvent pas connues, c'est à ma grande surprise. Mais. Donc, j'ai cité déjà le nom de Verhulst. C'est très amusant de lire le style de l'article de l'époque, hein, la façon de parler, ça a beaucoup changé. Il y a le célèbre livre, alors ça, c'est pas. Il a changé de titre en plus au cours du temps, mais il y a le fameux Alfred Lotka, il y a Volterra, et il y a aussi un livre qui est moins connu, contemporain de celui-là, de Gauss, qui était en Union soviétique, Friedrich Gauss. Et puis après, j'ai découvert aussi que, en fait, bien avant, assez tôt, il y avait Ross qui avait écrit des premiers modèles de ce type pour, c'est clair ce qu'il voulait modéliser. Hein. C'était en 1911. Et souvent, on parle que de ces deux personnages, qui est très important. Et après, peut-être que c'est moins connu, il y a aussi Kolmogorov qui s'intéressait à ça. On se demande à quoi il ne s'est pas intéressé. C'est assez effrayant quand on découvre. Et donc, il a écrit un article en italien en 1936, et qui était très original, puisque c'était la stabilité structurelle. Il expliquait à quoi ça sert de se fatiguer à décider s'il faut mettre cette forme-là plutôt qu'une autre. De toute façon, on n'aura jamais le moyen de le vérifier expérimentalement. Donc, il disait, il suffit de faire une classe générique qui modélise la prédation, par exemple, ou la compétition, et il fallait que ce soit structurellement stable. Ce qui paraît maintenant évident. Et donc, c'était dans ce petit article en italien qui est passé assez inaperçu. Vous voyez, en plus, même le journal, c'est assez amusant. Et il va revenir en Kolmogorov après, dans mon exposé. Et donc, que supposent ces modèles? Et après, ça sera clair mathématiquement, j'espère. On a des populations tellement grandes que les fluctuations aléatoires, on peut les négliger. Et quand il y a un individu qui meurt ou qui apparaît, c'est quasiment continu et on suppose même que c'est différenciable, hein, allons-y. Donc c'est implicite dans ces modèles. Et en fait, on est en train finalement de compter les individus avec une grande unité. Donc c'est quelque chose de très naturel. Et donc je rappelle les grands comportements possibles de ce genre de modèle. Et où, comme je disais en introduction, on s'intéresse dans ce cadre-là à ce qui se passe quand t est grand. Donc il y a les points fixes qui peuvent être attractifs ou répulsifs. Donc je vais en donner un exemple dans un instant. On peut avoir des solutions périodiques, mais qui sont attractives ou répulsives seulement en dimension 2 ou plus, donc les cycles limites.
Et après, il y a des choses assez amusantes, là, les cycles hétéroclines, je ne vais pas en parler. Et après, à partir de la dimension 3 ou plus, on a des attracteurs chaotiques. Voilà. Et donc là, il y a un modèle que je vous montrerai que si vous voulez, mais qui montre cet effet, même s'il n'a jamais été étudié mathématiquement à ma connaissance. C'est un Lotka-Volterra. Maintenant, les gens regardent des équations différentielles fractionnelles. Ça Ah oui. permet d'avoir des attracteurs chaotiques en dimension inférieure à 3. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu la tendance actuelle. Là, je suis resté dans le cadre classique où, dans ce cadre-là, avec des équations ordinaires. Il y a beaucoup de choses sur le Ouais. c'est la mode. Hein. Bien sûr, oui. Et donc tu peux avoir du chaotique en dimension un peu plus que 2. Voilà, donc là, en plus, ça dépend explicitement du temps aussi. On peut avoir, si on a du forçage, on peut l'avoir en dimension 2, etc. Hein. Le forçage, je peux rajouter une dimension en réalité. Oui, bien sûr. Donc là, je fais le cadre le plus simple possible. Et je montre ça pour montrer que ce qu'on a fait, c'est très modeste, parce qu'on est loin de comprendre ce que je vais décrire après. Même dans le cas des cycles limites, si vous n'avez jamais réfléchi à ces objets, de loin, ils n'ont pas l'air compliqués. Et en fait, ils le sont. Il suffit de s'y mettre pour se rendre compte que c'est des objets assez étranges, finalement. Même si... Quand tu as des trucs polynomiaux, tu ne sais pas le nombre de... Absolument. Bah, le problème de Hilbert n'est toujours pas résolu. Vous savez, le 16e problème de Hilbert. Il y a des gens qui approchent un peu. Il y a plein de preuves fausses, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Alors, je prends l'exemple le plus simple parce que déjà là, alors dans le cadre des systèmes ioniques, ce système est trivial en quelque sorte, mais il est déjà vachement intéressant dans le cadre de sa version stochastique. Donc, je reprends le logistique où j'ai juste normalisé pour ne pas m'embêter avec les coefficients qui ne changent rien au comportement qualitatif. Donc, si vous présentez x point en fonction de x, enfin la dérivée de x par rapport au temps en fonction de x, on a 0 qui a un point fixe répulsif et 1 qui est attractif. Et si on ne part pas à pile le poil de ce point, eh ben on est attiré assez rapidement d'ailleurs. On n'a pas besoin d'attendre le temps infini pour être très proche, bien sûr. Donc ça, je ne parlerai pas de la vitesse de convergence, ça c'est une autre histoire. Voilà, et après, voilà, donc ça c'est un peu le paysage, ça c'est les modèles déterministes. Donc vous les connaissiez certains très bien, d'autres peut-être pas. Et après je montrerai le mélange des deux avec des simulations, donc ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté modèle stochastique? Donc, comme je l'ai dit, je parle que de processus de naissance et mort, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, hein. Du branchement spatial, enfin, je ne pourrais même pas faire la liste en 1 heure, et je ne connais pas tous ces modèles évidemment. Donc là, la description c'est quoi? Avant on avait une densité au temps t, et on regardait comment elle évoluait selon un champ de vecteurs. Et là, on compte, j'ai toujours des types ou des espèces, et je compte la population 1, etc. D. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vais décrire exactement ce que c'est juste après. Donc là, on compte le nombre d'individus du type J au temps t. K, on va voir, c'est un paramètre d'échelle. Donc l'idée, c'est de compter les individus dans cette unité. Et par exemple, si j'ai NJ individus à un moment donné, hein, je peux définir une sorte de densité qui est tout simplement NJ sur K. Rien d'étonnant. Et donc ça va être un processus de Markov à temps continu. Espace d'état qui va être les entiers... c'est les entiers en des dimensions positives, puisqu'on compte. Hein. Donc ça, c'est l'espace d'état qui n'est pas borné. Hein. Donc ça, c'est une petite parenthèse mathématique. On n'a aucune raison de se mettre dans un espace borné, parce qu'a priori, si on arrive près du maximum, on peut fluctuer et être plus gros. Et après, mathématiquement, ça donne quelques difficultés, mais on pense que c'est quand même plus naturel, que ça ne soit pas borné. Et donc, il faut définir les taux de naissance et mort. Et dans le langage de ces processus, c'est les taux de saut. Puisque comme soit on fait rien, soit on gagne un individu, soit on en perd un, bah c'est des sauts. Voilà. On est dans cet espace. On est sur une grille, puis on saute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. C'est juste que je ne sais pas comment l'écrire plus simplement, sans perdre toute l'information. Donc je prends B et D comme avant, les champs de vecteurs, souvenez-vous. Hein, je prends les mêmes fonctions là. Voilà. Ça, vous me le donnez. Et je me passe un temps. Et voilà comment je définis. Si je prends un des types là, je me demande, sachant qu'il y a n individus en tout, enfin c'est un vecteur là, qui a un certain nombre d'individus au temps t,
dans la population globale, je veux savoir au temps t plus dt, la probabilité qu'il apparaisse un individu du type J. Et que les autres ne changent pas. Et donc ça, si je l'écris à la physicienne, mais je pense que c'est plus parlant, on va définir que c'est proportionnel à dt, et le taux c'est k bj n sur k. Et je vais prendre un exemple immédiatement après, vous verrez que c'est assez naturel. Pareil pour perdre un individu, donc là maintenant on utilise le champ de vecteur qu'on calcule en n sur k, et après il peut ne rien se passer, et donc c'est 1 moins la somme de tous ces trucs-là. D'accord? Donc c'est vraiment très simple à simuler en plus. Hein. Vous prenez l'algorithme Gillespie, enfin c'est des choses classiques, et tant mieux, c'est simple, et c'est plutôt un avantage. Et je peux faire une petite remarque, juste si on joue un peu avec les échelles, là déjà. Si vous imaginez que, par exemple, à l'instant t, on a grand taux de k individus, je sais pas, 10k, vous voyez que ça, là, c'est d'ordre 1, puisqu'on divise par k. Et donc, comme on a après k fois dt, et qu'on veut que ce soit d'ordre 1, eh ben, le temps entre deux sauts, typiquement, c'est d'ordre 1 sur k. Et l'idée qu'après, c'est que k soit grand, mais fini. C'est tout l'intérêt de ce qu'on a fait, de comprendre ce qui se passe à temps fini et à k fini. Et après, donc, la vérité, si vous êtes mathématicien, vous ne manipulez pas ces trucs-là. Ça, c'est très pratique pour définir l'objet intuitivement. Mais l'objet fondamental derrière, sur lequel je ne vais pas revenir après, que vous connaissez sans doute pour ceux qui ont fait des processus de Markov, hein, c'est le générateur infinitésimal. Et donc si on prend une fonction sympathique, par exemple qui a un support fini, hein, après on peut négocier, et c'est tout le travail de voir quelle fonction on peut prendre, et bien, tout est inscrit là-dedans. Vous avez vous voyez, le fait de gagner, là ça, le vecteur canonique dans ZD, là, qui pointe c'est juste 1 dans la jème direction, et ben, l'accroissement entre guillemets de votre fonction par rapport à n dans la direction j, elle est pondérée par le taux de naissance. Et ensuite, il y a la même chose pour le taux de mort, et ensuite vous sommez. Et si vous prenez un temps très petit, c'est l'interprétation, c'est une façon de définir l'objet sans écrire de choses précises. Vous voyez, ça s'interprète comme ça, le générateur. C'est que si à l'instant 0, vous avez n individus, vous regardez que vaut votre fonction de votre population au temps t, donc l'espérance conditionnelle, et ben, c'est la fonction évaluée en n plus un accroissement qui est t fois ce générateur évalué en n. Donc évidemment, on soustrait, on prend la limite, etc. Donc derrière, si tout ce qu'on fait, il y a une partie où on fait des probas, même trajectoire par trajectoire, mais il y a aussi une partie analyse fonctionnelle où on étudie ce genre d'objet, et comment il se comporte évidemment avec k quand on... Donc ça, je le mentionne en passant pour... vous connaissez ces processus déjà, je ne sais pas qui... J'ai pas regardé toutes vos pages web avant de venir, donc je sais pas ce que vous faites. Vous connaissez bien? Ok. Voilà. Et donc je disais, ça je ne vais pas l'écrire parce que c'est assez pénible et c'est vérifié dans les exemples. L'hypothèse qu'on fait dans ce cadre-là, on n'est pas obligé de la faire en général, évidemment, hein, c'est que si vous supposez que le champ de vecteur, vous ne pouvez pas partir à l'infini, et que plutôt quand vous êtes loin de l'origine, vous avez tendance à avoir les morts qui dominent, et bien en fait, vous avez dans ces modèles l'extinction qui est presque sûre. Et donc, si je définis le temps d'extinction, qui est la première fois qu'on atteint 0, qu'il n'y a plus personne dans la population, et ben, on se retrouve avec cette probabilité partant de n, pour n'importe quel état initial, qui va être égal à 1. Et donc l'idée, c'est qu'on a un état absorbant, qui correspond là au fait qu'il n'y a plus personne, et comme on a une probabilité non nulle de l'atteindre, et ben, naturellement, vous pouvez démontrer que vous allez forcément l'atteindre, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, du point de vue chaîne de Markov, ça veut dire que la seule distribution stationnaire, c'est la masse de Dirac en 0. Donc, d'un point de vue chaîne de Markov, ça n'a aucun intérêt, parce que à part vous demander quel temps ça prend, en général on ne sait pas vraiment l'estimer,
eh ben, vous attendez suffisamment longtemps, tout le monde va mourir, il n'y a pas, a priori, une probabilité stationnaire intéressante autre que celle-là. D'accord? Pourquoi est-ce que tu dis que c'est naturel de qu'il n'y ait pas explosion à l'infini de tes... Ah non, c'est un choix qu'on fait. Parce qu'on a envie de dire qu'il y a une finitude des ressources, et que donc, on a envie de dire que si on fait rien, si on est sur un système fermé, la Terre, ou je sais pas quoi, on attend, au bout d'un moment, si on est assez patient, tout le monde va mourir. Voilà. Si c'est fermé, c'est le cas. Hein. Même ça peut prendre du temps. Alors on a quelques milliards d'années peut-être devant nous, peut-être moins, je ne sais pas. Mais bien sûr, on peut étudier tout ce que je vais raconter, on peut le faire en dehors de motivation, de modèles de population. Hein. J'ai décidé que c'était des populations, j'ai décidé de m'intéresser à l'extinction, etc. Mais on peut faire plein de choses. Hein. C'est juste que c'était une motivation parce qu'on a été questionné par des biologistes, etc. Et ça s'est fait comme ça petit à petit. Alors pour illustrer tout ce bazar-là, je vais faire un cas très simple où on voit tout déjà. C'est le cas logistique. J'ai fait exprès de... Et c'est un cas important parce que tout ce qui se passe avec les autres modèles est déjà présent là, même si c'est plus long à écrire, mais c'est pas... donc vous souvenez-vous, B de x, c'est lambda x, c'est juste linéaire. Et là, on a un terme pour la mort, un terme non linéaire qui est ici. Donc si c est 0, ben, il n'y a plus de terme non linéaire. Donc le point fixe, ben, on le calcule immédiatement. Celui qui est attractif, hein, c'était 1 tout à l'heure parce que j'avais normalisé, c'est cette valeur-là. Donc on suppose que lambda est plus grand que mu, hein, c'est une hypothèse. Hein. Donc c'est un point fixe qui est positif, sinon il n'existerait pas dans l'interprétation écologique. Et vous voyez, si vous prenez x de la forme n sur k, eh ben, vous voyez, vous prenez... vous vous souvenez, là devant, on fait k fois le taux de naissance de n divisé par k. Ben, vous voyez tout de suite ce qui se passe. Comme c'est linéaire, là, ben, k n'intervient plus. Et pour les morts, ce qui se passe, c'est que la partie linéaire n'est pas affectée, c'est normal. Et puis, ça se retrouve le k que dans la partie non linéaire. Et ça, c'est une remarque importante. Cette normalisation qu'on fait, que je vais interpréter très, très bientôt, eh ben, ça n'agit que sur la partie non linéaire du champ de vecteurs. Donc si vous faites que des modèles linéaires, cette mise à l'échelle ne sert à rien, puisque si c'est linéaire, il ne se passe rien. Et évidemment, l'idée c'est que, vous voyez, quand k devient grand, vous êtes en train de diminuer l'influence de la non-linéarité. Et autre chose, évidemment, le non-linéaire dans ces cadres-là, c'est les interactions. Dès que s'il n'y a plus de non-linéarité, c'est qu'il n'y a plus d'interaction, et ça devient assez ennuyeux du point de vue écologique. Parce que dès qu'il y a un terme en x carré, en x fois y, etc., c'est non linéaire, et c'est ça qui fait l'essence du modèle. Sinon, si vous dites je peux croître indéfiniment ou je fais que mourir de façon linéaire, c'est pas très passionnant. Donc j'insiste, la partie renormalisation n'intervient que sur la partie non linéaire. Ok ? Et alors j'aime bien faire juste une très petite insert historique. Vous connaissez peut-être tous Feller, les 2 tomes en proba. Il a écrit un livre qui est toujours utilisé, qui est bourré d'exemples, qui est une mine, qui a été beaucoup de gens ont piqué des exos dedans sans le dire d'ailleurs. Donc Feller, en fait, il a été le premier à appliquer le formalisme des chaînes de Markov à temps continu à espace discret. Et d'ailleurs, c'est Kolmogorov qui a introduit ces chaînes de Markov dans ce papier que j'ai mis là. Dans les années 30 aussi, en même temps que le livre de Volterra, tout ça c'est en même temps, c'est intéressant. Et donc il a écrit un article en allemand, il est américain, et dont la traduction est là, hein, pour les noms germanophiles, et donc c'est vraiment les fondements d'un traitement probabiliste de la théorie de la lutte pour la vie de Volterra. Voilà. Et donc là je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que Feller avait fait ça, c'est passé un peu aux oubliettes. Peut-être parce que c'est en allemand, enfin, il y a plein de raisons. Et j'en profite pour mentionner que on lit maintenant que Volterra, en fait, il était très naïf, il a fait des équations différentielles, etc. Et en fait, dès l'introduction de son cours, il explique qu'il faudrait tenir compte de l'aléa. C'est écrit dans l'introduction en noir sur blanc qu'il faudrait faire des modèles probabilistes. Mais on va commencer par les modèles classiques qui décrivent des grandes populations. Et en plus, on va pouvoir utiliser les outils de la physique mathématique. Donc en fait, il était tout sauf naïf. Hein.
parce qu'on aime bien refaire l'histoire. Imaginez qu'ils n'étaient pas... En fait, il était parfaitement au courant, et il a réussi à faire tout son livre déjà, rien qu'avec cette simplification. Voilà. Et alors là, j'aimerais bien faire aussi un petit avertissement, si vous n'avez jamais regardé ce genre de modèle, c'est qu'on pourrait se dire naïvement, bah oui, en fait, le système dynamique, il décrit la moyenne du processus. Vous prenez la moyenne, l'espérance au temps t, et puis ça vérifie les quadifs. En fait, c'est faux. C'est écrit dans des livres de modélisation, je l'ai lu, de biologie, j'ai lu de mes propres yeux que c'est une loi des grands nombres et c'est juste l'évolution de l'espérance qui est donnée par les quadifs. Et en fait, on peut voir dans un exemple que c'est faux. Et en fait, c'est précisément à cause des non-linéarités que c'est faux. Donc ça tombe bien, c'est à cause du fait que ces modèles fassent intervenir des interactions que ce qui les rend intéressants, que c'est pas vrai. Donc si vous prenez le modèle logistique, alors je ne vais pas le dériver ici, mais vous vérifiez que l'espérance, elle vérifie cette équation. Vous prenez l'espérance, donc la moyenne au temps t, vous dérivez par rapport au temps, et ben ça fait lambda moins mu fois l'espérance, jusque-là ça va. Mais là, c'est l'espérance du carré. Et donc vous dites, bah, je divise par k, voilà, parce que je veux considérer le processus normalisé. J'introduis ma fonction, c'est juste pour avoir un raccourci. La fonction, le champ de vecteur, là, c'était, vous vous souvenez, la partie, il y a x fois lambda et moins mu plus x fois x. Et si vous faites un calcul d'une ligne, hein, vous voyez que maintenant, quand vous divisez par k, vous avez ça, il y a un k carré là, c'est égal à l'espérance de la fonction. Et vous voudrez que ce soit la fonction de l'espérance. Parce qu'on a envie que, si c'était soi-disant la moyenne satisfait l'équation, eh ben ça va être le carré de l'espérance, pas l'espérance du carré. Et donc vous réécrivez ça, vous utilisez Jensen, parce que c'est une fonction comme ça, hein, f, c'est une fonction, alors c'est jamais si c'est concave ou convexe, enfin les convexes tournés... c'est strictement plus petit que la fonction évaluée en l'espérance. Et en particulier, c'est différent. Et maintenant, vous pouvez compenser évidemment le terme qu'il faut pour refabriquer f de l'espérance. Eh ben, si vous faites ça, vous ajoutez, vous retranchez l'espérance au carré. Et donc, qu'est-ce que ça fait comme par hasard? Ça fait la variance. Voilà. Donc en fait, l'espérance normalisée, elle suit l'équation différentielle avec une correction qui est précisément la variance de votre processus normalisé. Et donc précisément à cause des fluctuations qui viennent de la non-linéarité, vous avez que la moyenne ne satisfait pas l'équation différentielle. Voilà. Et bien sûr, si c vaut 0, c'est fini, tout est linéaire, k sert à rien, et voilà. Ok? Des questions? Alors maintenant, je voudrais citer un résultat très classique que vous connaissez sans doute, certains en tout cas. C'est comment on peut lier ces deux types de modélisation. Donc on veut fixer un temps fini, je sais pas, 1 an, et on veut regarder quand k tend vers l'infini. Et donc je m'intéresse au processus que j'ai renormalisé, donc ça fait des sauts d'amplitude 1 sur k, hein, par construction. Et il y a ce théorème de Kurtz, en tout cas je pense que c'est lui qui l'a écrit dans une certaine forme de généralité. Et le voilà. Donc vous fixez un horizon temporel, TH, je le fixe à l'avance, hein, donc lui maintenant il est fixé. Je peux le changer, mais ça va changer toutes les autres constantes. Vous prenez n'importe quelle condition initiale pour votre équation différentielle. Vous supposez que à l'instant 0, quand vous divisez par k, ça tend vers x0. Alors par exemple, on peut prendre directement ça égale à k fois x0, hein, par exemple. Mais on peut faire des trucs plus amusants. On peut même le faire en loi, enfin je n'ai pas écrit dans la plus grande généralité. Il faut bien sûr prendre n0 proportionnel à k, sinon ça ne se mélange pas bien avec le reste. Et voilà le résultat. Eh ben, si vous prenez l'écart maximum entre l'instant 0 et l'instant que vous êtes fixé, entre donc la trajectoire stochastique et la solution de l'équation différentielle, et ben, si ça dépasse epsilon, ça tend vers 0, avec k. Donc l'idée, c'est que vous avez normalisé votre processus,
vous avez vos trajectoires comme ça, vous vous donnez un tube, un diamètre d'un tube de solution, et ça vous dit que la probabilité que vous sortiez de ce tube, elle tend vers 0 quand K devient très grand. Mais la chose cruciale, c'est que T est fixé. D'accord? Je ne peux pas faire tendre ce truc vers l'infini. Et puisqu'on sait que le processus stochastique, si on fixe K, il va s'éteindre presque sûrement. Donc, mais ça donne néanmoins un lien pour relier les deux modèles comme ça. Donc si je résume, si on a K fini et qu'on regarde le modèle stochastique, on va s'éteindre presque sûrement. Si maintenant on fixe un temps, et qu'on regarde K de la population initiale, par exemple, qui est très grande, eh ben, l'écart avec le modèle déterministe va être petit en probabilité. Voilà. Oui. Par exemple, dans les processus de décensement markovien, donc le temps entre deux événements, c'est les lois exponentielles. Oui. Tout à fait. Et du coup, donc là, on a une trajectoire, une convergence carrément en trajectoire à t fixé. Oui. Du coup, souvent quand on fait des EDO, on dit bon bah, on suppose qu'il y a déjà suffisamment d'individus au début, donc on regarde une limite en population. Mais en fait, la question que je me pose, c'est quand on fait des EDO, on ne se pose pas la question de la loi du temps de naissance entre deux individus, quand on fait des évolutions. Et donc, est-ce que, par exemple, si le temps d'attente entre le temps de saut, n'était pas exponentiel, par exemple, une loi uniforme, on dit c'est des cellules qui se divisent avec un temps aléatoire entre 0 et 10 minutes, je ne sais pas. Est-ce que si on calculait la limite quand 4 vers l'infini de ce processus-là, qui fait des sauts on obtiendrait un truc déterministe à la fin? Sinon, en fait, quand on fait des modèles EDO, à quel point on fait une erreur grave en ne s'intéressant pas on n'y réfléchit même pas en fait à la loi des temps de naissance quand on fait des EDO? Oui, tout à fait. À quel point c'est une erreur grave? Ah, ça, je ne sais pas répondre à la dernière question, mais effectivement, je pense aussi l'intérêt de voir ce genre de connexion, c'est que les processus markoviens, c'est associé à des équations différentielles. C'est vraiment, on voit que l'un est le pendant de l'autre, version déterministe de l'autre. Si on fait sauter l'hypothèse de la loi exponentielle, c'est plus des processus markoviens, parce que c'est nécessaire et suffisant. Et donc on obtient d'autres types d'équations. On peut avoir des équations avec mémoire, des équations intégrodifférentielles. On peut obtenir le truc déterministe quand même. Mais ça devient plus compliqué, mais ça existe, oui. Alors j'oublie toujours le nom. Il y a ces processus c'est un probabiliste très connu, mais à chaque fois ça m'échappe, je ne sais pas pourquoi. Il y a le fait qu'on ne prenne plus des lois exponentielles, ça a été étudié, ça définit toute une classe, et associé à des équations intégrodifférentielles, par exemple. Où on peut avoir ce même genre de résultat. Mais ça devient plus compliqué, mais ça se faisait. Et d'ailleurs, ce qui est ironiquement ou pas, Volterra, c'est un spécialiste des équations intégrodifférentielles, mais dans son bouquin, il ne parle pas de... À cause de l'élasticité, etc., là, il avait fait étudier ça. Alors, c'est Harris, voilà, c'est les processus de Harris. Mais j'avoue que je ne suis pas un spécialiste du tout. Oui, pardon. Dis-moi, là, soit tu fixes le temps, soit tu fixes K. Oui. Mais si tu les fais varier ensemble, par exemple, tu prends proportionnel, tu prends un temps proportionnel à K, donc comment il évolue? Parce que bon, là, tu dis que ça ne change pas. Donc, mais après, tu peux penser qu'il y a une dynamique qui se met en place. Alors, c'est la suite de mon exposé. Non, mais justement, c'est super. Ça fait, je l'ai payé très cher. Pour... mais blague à part, là, à ce niveau-là, il y a aussi des théorèmes plus précis où on peut savoir à quelle vitesse ça va en K, par exemple. Et c'est très intéressant de se demander si on double l'horizon temporel, comment ça influe la vitesse. Donc ça, j'en parlerai pas, des histoires de grandes déviations ou de concentration. Mais après, justement, le but, c'est de comprendre comment les deux sont reliés et ce que ça veut dire en termes du comportement. Et donc, c'est exactement la suite. Je sais pas. Ça veut dire que quelqu'un a suivi. Non, c'est pas suivi. Et alors après, il y a aussi bien sûr des approximations diffusives où il apparaît un terme, une équation différentielle avec un bruit, brownien, etc. Ça, j'en parlerai pas. Parce que ça, c'est un régime, entre guillemets, loi des grands nombres, on peut dire. Mais après, on peut regarder. Ça, c'est écrit dans le bouquin classique de Kurtz, de façon très abstraite. Alors, c'est pas mieux. Étienne Kurtz, vous connaissez peut-être ce bouquin, qui est un bouquin remarquable, mais il faut avoir envie de le lire, quoi. Et donc, je montre quelques expériences que Marc a faites. C'est ma prise. Voilà.
rapidement. Alors je vais montrer directement une seule parce que qui est plus parlante, je trouve. Donc ça, c'est le... Alors, c'est peut-être écrit petit, je suis désolé. Ah, on peut zoomer, voilà. Voilà. C'est le modèle de Rosenzweig-MacArthur que j'ai mentionné au début. Donc peu importe, vous pouvez aller le voir ça plus tard hein, si vous voulez jouer avec. On peut définir exactement comme j'ai raconté le processus markovien associé. Là, je l'ai écrit de façon très intuitive pour ne pas mettre trop de formalisme qui ne sert à rien. Et voilà le modèle. Donc en noir, c'est l'équation différentielle. Donc je lance... et en même temps, je lance le processus stochastique correspondant. Voilà. Alors ce que vous voyez, la particularité de ce modèle, d'ailleurs les gens qui font des papiers pour modéliser vraiment, il a un problème, vous voyez que ça c'est le cycle limite, donc peut-être que je vais vous montrer si vous partez de là, vous voyez. Là c'est un point fixe répulsif, là il y en a un qui correspond au cas logistique, si vous êtes sur l'axe là, ça devient c'est logistique. Et la particularité, vous voyez, c'est qu'il est très près des axes, l'axe de le cycle limite. Et donc, vous voyez, les oscillations, elles passent très très près de 0. Mais là, je suis à 120, k égale à 120, et vous voyez que... ah bah là il y en a un qui est... J'ai touché l'axe. Donc après, je me retrouve par exemple sur l'axe des x. Il n'y a plus que l'évolution en x, et qui va finir, si on attend suffisamment longtemps, par aussi mourir. Alors si vous faites bien sûr un très grand k, comme ça, ben, on voit de moins en moins les sauts qui sont de taille 1 sur k. Et donc là, vu que j'ai pris 900, là, on n'est pas près de voir une extinction. Mais on voit que ça ressemble beaucoup à l'équation différentielle. D'accord, ça c'est la partie stochastique, je vous rappelle. Donc si je me smooth un peu, on voit que ça suit. Et donc on a envie de dire, bah, c'est super parce que pour un cas assez grand, ça a l'air stationnaire cette histoire. Je suis en train d'avoir une forme qui, au bout d'un moment, n'évolue plus avec le temps. Donc, alors que je sais que la chaîne de Markov n'a pas de loi stationnaire autre que de Dirac en 0,0. Et c'est ça qu'on a envie de décrire. On a envie de comprendre comment décrire... j'aurais pu faire aussi un histogramme de cette loi, de ce processus. Hein. J'ai deux composantes et je peux regarder comment... et en fait, ils se stabilisent, quoi. Même si on sait qu'à la fin, on va tous aller à 0. Et donc... c'est précisément ça le concept de distribution quasi-stationnaire. Donc là, je vais m'en relancer un. Vous voyez, quand K est petit, ça fluctue beaucoup. J'ai envie de... Voilà. Pour regarder ça pour vous endormir, si vous avez des problèmes d'insomnie, c'est... Hop, voilà. Là, il y a eu un crash généralisé. Mais dès que je prends K un peu grand, et vous voyez, je sais pas, c'est pas à l'infini. Hein. Si je prends même 100, vous pouvez rester toute la matinée, il n'y aura pas d'extinction. Voilà. Et donc maintenant, précisément, ce qu'on a essayé de faire dans un cas particulier qui est suffisamment riche déjà, c'est comprendre, essayer d'analyser le processus quand T et K sont tous les deux finis. Et comprendre comment ils sont reliés, quoi. Parce qu'on a envie... moi, je suis physicien à la base, hein, donc on aime bien savoir comment les choses se mettent à l'échelle. Parce que fixer juste une chose, faire bouger l'autre, c'est pas très amusant. Et donc, par exemple, le temps moyen d'extinction, puisqu'on sait qu'on s'éteint sûrement, comment il varie en fonction de K. On se doute que c'est plutôt exponentiel, il faut le prouver, hein, mais c'est pas linéaire, sinon on l'aurait vu assez facilement dans la simulation. On peut aussi se demander, voilà, on a la stationnarité transitoire qu'on voit pendant très longtemps. Est-ce qu'on a une façon de la décrire et d'avoir une distribution quasi-stationnaire ? Et on peut se demander comment se comporte la durée de cette stationnarité transitoire en fonction de K. Voilà. Donc ça, c'est un programme qui me paraît raisonnable. On l'a essayé de le mener dans un cas particulier qui est quand on a un seul point fixe attractif à l'intérieur de... Parce que le reste, on ne sait pas. Parce que, enfin, on voit que ça va marcher, mais pour le démontrer, c'est une autre paire de manches. On n'a même pas traité le cas où il y a plusieurs bassins d'attraction, par exemple. Si on prend la compétition Lotka-Volterra, il y a un régime où il y a deux bassins d'attraction. Et évidemment, quand c'est stochastique, on peut passer d'un bassin à l'autre. Donc on pense que c'est juste une histoire de décomposition. Il y a deux distributions quasi-stationnaires différentes, mais encore faut-il l'écrire. Voilà. Et donc je vais essayer d'introduire rapidement le concept. C'est ce que c'est une distribution quasi-stationnaire.
Donc il y a un livre entier consacré à ça par Pierre Collet, Servette Martinez, qui n'est pas très vieux, où c'est expliqué dans un cadre plus général, et ensuite il y a le cas des naissances et morts, mais ça peut être défini plus généralement. Donc qu'est-ce que c'est? Donc K est fixé, donc oubliez K, hein, c'est comme s'il n'était pas là, pour l'instant K n'intervient pas. Je vais définir une mesure de probabilité qui charge tout ZD+, sauf 0. Et je définis ça, alors je ne prétends pas que ça existe, hein. C'est la probabilité que si le vecteur d'état là, vaut J, sachant qu'on n'est pas éteint avant le temps t, donc on conditionne avec cet événement, si on part de cette distribution, on ne part pas de n'importe quoi, alors on trouve exactement la valeur de cette distribution pour l'état J. Donc vous voyez, c'est une forme de stationnarité. Si on n'avait pas le conditionnement par rapport à ça, c'est exactement la définition d'une proba stationnaire, hein, en chaîne de Markov. Le truc crucial, c'est de conditionner par rapport à cet événement. Et évidemment, la chose forte, c'est que c'est vrai pour tout T, ça. Donc a priori, c'est pas évident que ce machin existe, hein. Et une fois que vous avez supposé que cette chose-là existe, par un petit raisonnement en utilisant le fixé markovien, vous pouvez montrer qu'il existe un nombre strictement positif, ρ0, qui est l'inverse d'un temps dimensionnellement, tel que la probabilité que le temps d'extinction soit plus grand que t, partant de cette loi, eh ben, c'est exponentiellement petit. C'est une loi exponentielle, donc le temps d'extinction. Et si vous faites l'espérance, hein, c'est facile de calculer l'intégrale de t, de ça directement, de 0 à l'infini. Ben vous voyez que le temps moyen d'extinction, c'est exactement l'inverse de ce ρ. Voilà. Donc si vous êtes capable de dire des choses sur ce ρ en fonction de k, vous avez une estimation du temps moyen d'extinction. Évidemment, vous aimeriez ne pas forcément mettre la quasi-stationnaire ici, mais n'importe quel état. Et la question, c'est est-ce que ça existe et comment ça dépend de k. Voilà, c'est ça le... vous avez déjà vu ce genre d'objet ou pas du tout? Donc les gens ont inventé ça, je crois que c'est les premiers, c'était pour le processus de Galton-Watson, que vous avez sans doute étudié. Ouais. Ouais. Tu dis que ça dépend de... S'il y a une distribution quasi-stationnaire, si tu pars de n'importe quelle distribution, tu vas aller vers cette distribution quasi-stationnaire. Donc ton temps d'extinction, à quelque chose près, il va être à peu près le même. Et c'est exactement ce que je vais décrire après. Donc, non, mais c'est parfait. Ça dépend des échelles, justement. Parce qu'il y a plusieurs comportements. Et en fait, je sais pas, il me reste combien de temps? Parce que c'est juste pour décider de quoi... J'ai commencé à 20, je sais plus. Non, mais c'est bon. Il me reste 12 minutes, c'est ça? Oui. Non, mais je veux pas abuser de votre temps. Non, mais comme ça, je décide de passer plus de temps pour répondre à ta question, qui est exactement le théorème. Alors, vous allez voir, c'est pas très beau à voir, parce qu'une fois que vous faites des trucs non asymptotiques, bah, c'est pas beau. Parce qu'il y a des constantes pas optimales, il y a sans doute des logs qui sont pas là. Mais bon, log k, la fonction logique, c'est constant de toute façon, donc c'est pas très grave, hein. Mais ne vous laissez pas impressionner par le fait que les formules sont pas belles. Ce qui est intéressant, c'est l'interprétation des formules. On n'a pas le choix, bah, ça, c'est... Et puis, vous allez voir que ça dit vraiment quelque chose, les différents termes. C'est pas qu'ils sont là juste pour faire peur. Et ils ont une signification. Alors, voilà les hypothèses que je fais. Je vais écrire un théorème quand même. Comme dirait un russe, mais tu n'as toujours pas écrit de théorème. Au bout de 48 minutes, qu'est-ce qui se passe? Si, j'ai écrit le théorème de Courte quand même. Et donc, on s'est limité à ce cadre-là. On a un unique point fixe à l'intérieur du cadre de leur temps positif. C'est là où B et D sont égaux. Souvenez-vous, 0 dans ces modèles-là est toujours un point fixe répulsif. Ça, c'est une hypothèse qu'on a faite cachée, mais quand vous écrivez les modèles, c'est naturel. Il peut y avoir d'autres points fixes sur les bords, etc., mais je me focalise là-dessus. Je l'ai écrit, voilà, ça c'est une hypothèse, hein, parce qu'on peut aussi concocter des modèles très simples où c'est pas vrai. Il y a des hypothèses techniques que je ne vais pas écrire, mais qui sont vérifiées dans les modèles que vous avez envie d'écrire comme ça. Après, vous pouvez toujours inventer un modèle qui ne va pas satisfaire ça, mais ce n'est pas le but. Et donc, pour le processus, eh ben, vous avez c'est pas un point fixe, ça n'a pas de sens, mais ce qui correspond au point fixe, c'est k fois x star, en partie entière. Hein. Ce que je veux dire, c'est les coordonnées, bien sûr. Hein, Et donc, si je pouvais faire un dessin, mais j'ai pas trouvé de façon de le faire ça, de façon agréable,
Vous avez votre réseau, là, Z, et puis vous êtes en train de le multiplier par K. Et donc, quand vous faites, dans notre papier, il y a des dessins, mais les échelles sont complètement pas respectées parce qu'on ne pourrait pas le représenter. Malheureusement, c'est dommage, mais on est en train vraiment de rescaler le réseau avec K comme ça. Ce qui est un truc qu'on fait tout le temps en physique, et dans d'autres domaines, bien sûr. Et voilà un théorème. Donc ça, c'est un papier, j'ai mis les références à la fin si ça vous intéresse, avec les gens que j'ai mentionnés. Je fais une version informelle, parce que sinon c'est un peu lourd et je préfère donner le message que l'énoncé exact, mais il y a un énoncé précis. Donc déjà, il existe une unique distribution quasi-stationnaire pour chaque cas. Comme je l'ai dit, on a envie d'imaginer que quand il y a plusieurs points fixes, on peut avoir des idées de bassin, que ce soit qu'il y ait une sorte de décomposition en mesure, chacune ayant son support dans un bassin, mais on ne l'a pas fait. Ce cadre-là, multi-stable, devrait être faisable. Quoique, il y a encore les frontières qui posent des questions intéressantes entre les bassins. Le temps d'extinction, après je vais donner une formule beaucoup plus précise. Le temps d'extinction se comporte comme l'exponentielle d'une constante fois K. Donc ça, c'est bonne nouvelle. On peut encore faire des tas de bêtises. On a le temps, quoi. Même si la constante, je n'avais pas dit ce que c'était. Ça, c'est assez intuitif. Alors, si vous faites des grandes déviations, des trucs comme ça, vous attendez à cette échelle. Ce n'est pas une surprise. L'intérêt, c'est après de le quantifier vraiment. Et pour répondre à ta question, justement, on a envie de se demander, on est parti de n, n'importe quel état au départ, pas forcément la quasi-stationnaire. Je regarde la loi donc, du processus au temps t, donc je regarde quand est-ce que ça vaut quelque chose, un certain vecteur d'entier positif là. Et donc ça, c'est vraiment la loi du processus au temps t, partant de n'importe quoi. Sauf de 0, j'ai pas trop envie de partir de 0. Mais par exemple, près de 0, pourquoi pas. Et on a envie de savoir à quel point on est éloigné de la mesure quasi-stationnaire. Est-ce qu'on va converger vers elle, sous quelles conditions? Et converger, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque on sait qu'à la fin, lui, il va tendre il va s'éteindre. Et on a envie de calculer ça en termes de n, de t, de k. Et la distance qu'on prend, c'est la distance en variation totale. Donc, peu importe si vous ne connaissez pas ce que c'est une distance naturelle pour ce genre de choses. On compare vraiment les histogrammes, si on veut. Et donc, on a obtenu quelque chose comme ça. Je ne donne pas la formule, je la donnerai dans un cas particulier. C'est comme si j'avais donné la formule, que je lisais les conséquences, pour l'instant. Si on démarre d'un état n qui est d'ordre k, par exemple, je sais pas, 0,1 k, le temps qu'il faut pour entrer dans une boule de rayon racine de k et de centre k fois l'état d'équilibre, c'est log k. Et une fois qu'on est rentré dans cette boule de rayon racine de k, la distribution du processus elle est très proche de la quasi-stationnaire. Donc il faut être à cette distance pour que ce soit vrai. Et c'est pendant un certain temps, puisqu'on sait qu'après on va quitter toute région et tomber à 0. Et le temps est précisément exponentiel, le temps par lequel on se comporte comme la quasi-stationnaire. Et comme par hasard, c'est l'échelle, c'est pas les mêmes constantes, mais c'est l'échelle de temps du temps d'extinction. Sinon, il y aura un petit problème. Et je vous rappelle, l'extinction ici, c'est l'absorption en 0. Et donc, je vais vous donner maintenant une formule très précise, dans un cas particulier où ça fait c'est moins affreux à regarder. Je reprends mon cas logistique, parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'équation différentielle, elle est triviale. Bon, même écrire la solution explicite, même si elle ne sert à pas grand-chose, il faut le dire. On comprend tout avec le portrait de phase. Mais le processus stochastique, il est en fait déjà assez subtil. Et donc, la première fois, c'est un peu surprenant, mais en fait, il y a déjà pas mal de richesses au niveau stochastique. Donc, souvenez-vous, on a une seule espèce. Donc, c'est un entier, notre vecteur, là. L'équation, c'était celle-là. Donc, on avait un x star, c'était ça. Je vais donner une formule, c'est pour ça que je le dis. C'est juste lambda moins bu qu'on a supposé positif, strictement. Et voilà, par exemple, vous pouvez calculer une approximation du temps d'extinction partant de la quasi-stationnaire. Alors, c'est une formule comme ça. Alors, si vous oubliez ce terme d'erreur, là, c'est pour tout cas, donc. Et donc, il y a l'erreur qui est là. Comme je vous l'ai dit, c'est l'inverse de ce ρ qui apparaissait dans la loi exponentielle du temps d'extinction. Donc, l'idée, c'est d'approximer ce truc-là, et après prendre l'inverse.
Et vous voyez qu'on a une formule très explicite en fonction de tous les paramètres du modèle. Ce log k cube, en fait, il est sans doute pas là, mais il faut se fatiguer pour l'enlever. Par contre, 1 sur racine de k, c'est bien la bonne échelle à laquelle on peut s'attendre par diverses considérations. Et ça saute pas aux yeux, mais ceux qui ont fait de l'entropie, des trucs comme ça c'est bien strictement positif, cette quantité. Ça fait penser à une sorte d'entropie. Et donc on obtient, et puis il y a une exponentielle là en k, et puis il y a une correction à 1 sur racine de k. Voilà. Donc on arrive à, et vous voyez même pour ce petit modèle, c'est pas évident, enfin moi j'aurais jamais deviné la formule personnellement. Ok. Et on peut faire ça pour des modèles plus généraux, mais là je trouve que c'est plus parlant. Alors voilà la formule, donc je vais la commenter, il ne faut pas essayer forcément de la lire. On veut comparer la distance entre le processus partant de n quelconque et quoi, en fait. On n'a pas envie seulement de comparer à la quasi-stationnaire, on veut la comparer aussi à la Dirac. Parce que la Dirac, elle est là. Et donc l'idée naturelle, c'est de se dire, eh ben, en fait, ce qu'on voit, c'est une combinaison convexe des deux. C'est vraiment l'idée de traduire mathématiquement qu'on a un mélange, on est attiré par 0, où on va rester pour toujours, et pendant un certain temps, on est attiré par la quasi-stationnaire. Et donc, évidemment, les coefficients vont dépendre de k, parce qu'on sait ce qui se passe à la fin. Et voilà le genre d'estimé qu'on obtient, donc une certaine distance, relation totale pour si vous connaissez déjà. Et vous comparez les deux, et vous voyez qu'il y a plusieurs termes, il y en a 4. Et donc je vais en commenter certains. Et leur comportement dépend vraiment étroitement du fait qu'on choisisse t dépendant de k de certaines manières. Si on fait n'importe quoi. Donc je prends un exemple. Si vous prenez... alors ça, on peut démontrer que ça, c'est strictement plus grand que ça, le ρ1 qui apparaît là. Il a un sens que je vais donner dans une seconde. Et par exemple... voilà. Et donc il y a une formule pour les coefficients là. Alpha 1 moins alpha. Et vous voyez que c'est mu sur lambda puissance n, 1 moins ça, plus une correction. Alors je prends un régime, il y a plusieurs régimes. Oui, je mentionne que si vous faites la différence entre ça et ça, en fait c'est le trou spectral du générateur infinitésimal. Ça on peut le montrer. Et on peut montrer qu'il est en fait d'ordre 1, il ne dépend pas de k. À la limite, on peut vraiment le borner il ne se rétrécit pas avec k, parce qu'on pourrait imaginer qu'il disparaît quand k est grand. Et par exemple, voilà, je prends un cas particulier pour essayer de lire cette horrible formule-là. Imaginez que je départ de pas de n égale 10 moins 50, mais je prends par exemple 3 fois k. Et je prends un temps qui est plus petit que exponentielle de k et plus petit que k log k. Évidemment, je l'ai fait à l'envers, hein, c'est pour... vous pouvez vérifier, si vous insérez là-dedans, que cette borne est très petite devant 1, si vous remplacez. Et donc, il faut vraiment se placer dans ce régime de temps et partir d'une population qui est proportionnelle à k pour que cette distance soit très petite. Et à ce moment-là, vous constatez aussi que alpha est très proche de 1. Et donc, vous avez qu'avec une très grande probabilité, le processus n'est pas éteint, il est distribué selon la quasi-stationnaire. Donc le message, c'est que si vous partez de là, vous vous placez dans cet intervalle de temps, et vous ne voyez pas cette partie. Ça, c'est essentiellement 1, le coefficient, là. Et donc, ça vous dit que dans cette fenêtre de temps, vous êtes distribué selon la quasi-stationnaire. Et si vous vous attendez assez longtemps, vous savez que vous allez mourir. Et si vous n'avez pas attendu assez longtemps, ça ne va pas marcher non plus. Et bien sûr, on pourrait faire des calculs. Hein. Si vous partez quelque chose d'ordre 1, par exemple, vous n'êtes pas très loin de l'origine, vous allez être attiré très violemment par la Dirac. C'est un régime inverse. Vous n'allez pas avoir le temps de vous suffisamment fluctuer pour vous approcher de la boule d'ordre racine de k où vous êtes distribué comme la quasi-stationnaire. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Alors ce qui est intéressant, c'est que, après, je n'ai pas écrit ça, il y a aussi une approximation gaussienne si vous vous placez dans la boule de rayon K. Parce que, comme vous l'avez bien compris, comme tous les objets de ce style, en général, la mesure quasi-stationnaire, on est incapable de l'écrire explicitement. Il n'y a que dans le cas Galton-Watson, à l'époque des Seneta, qu'il avait écrit, où vous arrivez à calculer, quoi.
Mais à la limite, c'est pas très grave. Là, on a une image assez complète de ce qui se passe. Et la dernière chose que je voulais mentionner sans le détailler, c'est cette. Après, je vous libère. Je vous ai parlé de la résilience au départ, qui est un concept introduit dans les années 70 par Holling, qui est très célèbre en écologie. Hein, il a eu un impact très fort sur le domaine. Il y a le modèle dit de Holling, hein, par exemple. Et donc, il a écrit un livre qu'on a lu. Hein, c'était très intéressant de voir comment, à cette époque, il faisait que des modèles déterministes. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure informellement, vous définissez la matrice jacobienne au point fixe. Là, on a supposé qu'il n'y en a qu'un, ça tombe bien. Je parle de point fixe attractif. J'appelle M étoile, c'est une matrice, donc ça. Et ce qu'il avait appelé le engineering resilience, qu'on appelle tout simplement résilience pour se simplifier la vie, c'est défini comme vous prenez la plus grande, la partie réelle la plus grande parmi les valeurs propres, et vous mettez un signe moins. Et donc c'est bien une quantité positive, parce que comme c'est un point fixe attractif, ça c'est négatif. Et ça vous définit une quantité positive. Et la question, alors pourquoi c'est utile, je pense que c'est assez clair, mais vous avez le taux exponentiel de relaxation vers l'équilibre, si vous perturbez un peu le système. Et donc c'est une notion qui est assez naïve, hein, parce qu'après, si on réfléchit, ça pose beaucoup plus de questions que ça ne répond à d'autres questions. Et il y a aussi une autre interprétation que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est aussi une estimation de la modification quand vous perturbez le champ de vecteur, pas la solution. Donc ça, c'est plutôt côté stabilité structurelle. Ça, c'est plutôt, vous avez un système où vous fixez tous les paramètres, et vous adaptez l'équilibre et vous donnez une petite pichenette. Et là, c'est plutôt, qu'est-ce qui se passe si je déforme le champ de vecteur? Je sais que là, j'aurai toujours mon point fixe, il ne va pas disparaître comme ça, sauf si vous êtes pile à une bifurcation. Et vous pouvez donc voir ça comme aussi un outil de stabilité au sens de ce qu'on appelle la stabilité structurelle. Et donc pourquoi les gens appellent ça comme ça? Parce qu'on me demande toujours, et c'est une bonne question, c'est parce que la résilience dite écologique, c'est essayer d'estimer la taille du bassin d'attraction, ce qui est une autre paire de manches, hein, franchement. Et surtout si vous pensez que votre équadif ne décrit pas vraiment ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux notions dans Holling. Hein. Et ça, c'est très intéressant comme question, mais c'est dur. Si vous avez un modèle multistable, vous dites, j'ai envie de savoir si je suis quelle est la taille maximum de perturbation pour pas que je me balade dans l'autre bassin, quoi. Ou d'autres bassins, il peut y en avoir plusieurs, mais en général, c'est ce qui se passe, sans doute. Hein. C'est multistable. Donc, j'énonce le problème, mais je m'arrêterai là. Donc, je parle que de résilience, hein, maintenant. L'idée, c'est, voilà, vous partez du principe que vous comptez des individus et qu'ils sont soumis à votre processus markovien, alors que la résilience est définie pour le système dynamique. Et vous avez vu tout à l'heure, on vient de voir qu'on peut relier les deux dans certaines échelles. Donc, en quelque sorte, on a envie de dire, est-ce que si on observe une trajectoire du processus, on doit sentir ce qui se passe pour le système dynamique. Pour l'instant, c'est très hand-waving, mais c'est ce qu'on a envie d'avoir comme motivation. Et est-ce qu'on peut l'estimer? Donc, je vous rappelle que pour le processus de Markov, ça n'a pas de sens de parler de points fixes, etc. Hein. Et après, on s'est donné une autre contrainte qui n'est pas pratique, parce que non, il n'y a rien de pratique dans c'est encore théorique. Hein. On se donne une longueur finie, et on a une réalisation. K est grand, mais fini, hein, ce n'est pas un terme limite. Et on veut construire un estimateur pour la résilience, là. Je vais l'appeler R étoile, donc. Et on veut que T soit plus petit que ce temps-là, parce qu'après on sait qu'on va s'éteindre avec une très grande probabilité. Et en fait, on a réussi à faire quelque chose dans cette direction avec deux relations qui... Alors l'idée, c'est de trouver des relations qui relient la résilience qu'on voit à la physicienne comme une quantité macroscopique, puisqu'on voit le système dynamique comme un objet macroscopique, et les fluctuations du processus de naissance et mort, qu'on voit comme des quantités microscopiques, en fine analogie avec la physique. Et donc, en s'inspirant, comme je disais, de Kubo, avec des choses comme ça, de fluctuation-dissipation, même si on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais les idées sous-jacentes sont utilisables, on a réussi à fabriquer un estimateur, enfin,
à définir une quantité qui converge vers R étoile, et ensuite il y a une couche de plus qui est le problème de l'estimation. Donc il y a 2 niveaux. Hein. Et je mentionnerai juste pour terminer, donc on peut calculer tout ça. Et ce qui est joli, c'est que comme il n'y a que la mesure de Dirac en 0 qui est invariante, vous ne pouvez pas utiliser de théorème ergodique. Quand vous faites des estimateurs, vous faites des moyennes, et vous calculez les moyennes statistiques, et vous dites « Ah, c'est super, il y a le théorème ergodique et ça converge, blablabla ». Alors ce qui est joli, c'est qu'on a des théorèmes pseudo-ergodiques, dans le sens que si on se place à une échelle plus petite que ça, et comme c'est quasi stationnaire, on peut fabriquer une espèce de pseudo-théorème ergodique où ça va se comporter comme si c'était dans le cas du théorème ergodique, sauf que c'est à temps fini, parce qu'on sait qu'après, ça ne marche plus. Donc c'était amusant parce que ça donne une vision très concrète. L'ergodicité, ça peut avoir lieu en temps fini, mais s'il y a des échelles de temps suffisamment grandes pour que ça ait un sens. Et on peut donner un sens à ça. Parce que quand on va appliquer directement tous ces théorèmes en pratique, ça n'a pas de sens, c'est des termes limites. Donc là, c'était automatiquement dans un cadre où il fallait construire un objet comme ça. Voilà, et donc je vais m'arrêter là. Et si vous voulez regarder à quoi ça correspond, il y a ces papiers-là. Merci, j'espère que je n'ai pas trop dépassé.